Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, le dernier épisode de l'année de Dans la Poire, un épisode un peu particulier avec un best-of de l'année 2023, un best-of amélioré parce que je reprends la parole à chaque extrait pour essayer bien de donner de la matière, de la perspective et je crois que c'est ça qui me plaît le plus, en tout cas c'est mon ambition. Et l'idée, c'est que si vous avez du temps pendant les fêtes, lors de vos marches rapides, ou juste tout simplement si vous avez envie de la disponibilité, eh bien peut-être de découvrir ou de redécouvrir certains épisodes. Alors si j'ai eu le temps de le faire d'ici la mise en ligne de cet épisode, eh bien je vous mettrai un lien vers un Google Doc pour que vous me fassiez part de vos attentes pour l'année 2024. Vraiment un truc super facile à remplir en 2-3 questions, pas plus, quoi, vraiment 1 minute. Le podcast est participatif, donc certes c'est moi qui fais le gros boulot, le gros du taf, mais sans vous, je serais peut-être pas là, je me serais peut-être un peu essoufflé. Alors merci de votre soutien depuis plus de 3 ans et demi. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des nouveaux épisodes. Allez, 7 pépites et la 5e va vous surprendre. Mon Dieu. J'irai brûler dans les flammes de l'enfer. Des mauvaises pratiques sur les réseaux sociaux pour capter votre attention. Alors, première pépite, le DLP 43, partie 1, partie 2 avec Florian Saffer. Si réduire ce décalage, si faire mon fitness et manger mieux, même si j'investis 15 heures par semaine et ça altère pas ma qualité de vie, ça me met pas en lutte, j'ai l'impression que ça m'équilibre. Pourquoi pas de nouveau? Pourquoi pas? Mais je me pose aussi une question, c'est de se dire, le fait de par exemple se faire beau, est-ce qu'on est tout le temps obligé de mettre des conditions? Quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je serai suffisamment musclé, blablabla, parce que finalement c'est peut-être aussi sans fin cette histoire. Est-ce que je peux pas aussi me faire beau, prendre soin de mon corps, le rendre séduisant avec ses caractéristiques? Est-ce que je suis obligé de le changer pour le faire beau? Est-ce que je suis obligé de remettre ça à demain? Parce que imagine, le miracle ne se produit pas. Imagine. Moi, j'oublie pas qu'on a 30 000 jours à vivre sur cette planète. 30 000 jours, pas plus. Et en moyenne, et puis peut-être que ça sera beaucoup moins que ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être que là, je vais me faire écraser en sortant d'ici tout à l'heure. Je ne le souhaite pas, mais j'ai vraiment conscience que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être en vie, que c'est un miracle finalement le fait qu'on soit là, que le Big Bang qui a créé la vie sur Terre, qui m'a créé moi à un moment, ouais, on est des miracles, Charles. Le fait qu'on soit là, c'est un miracle, que toutes ces cellules, ça donne nous, quoi. C'est juste un truc trop bien, quoi. Et on a que 30 000 jours. Ça passe très vite. Est-ce que ces 30 000 jours, j'ai envie de les gâcher à dire on verra plus tard, je me ferai beau plus tard? Ou est-ce que je peux me dire, tiens, tu as des caractéristiques, on va faire avec. Puis on va essayer de se faire beau avec ces caractéristiques. Ces caractéristiques, plutôt que de les cacher, on va faire avec. Est-ce que c'est pas ça finalement le charme? Ce qu'on appelle le charme, quoi. C'est de se dire: «Mon corps, il est comme il est et je vais le rendre beau et je vais pas me battre avec lui». Peut-être aussi quelque chose à méditer, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, 30 000 jours à vivre, donc avec Florian Saffer, diététicien, formateur de pleine conscience ou instructeur de pleine conscience, je ne sais plus le titre exact, et qui dirige le CFDC, le Centre de formation diététique et comportement, et qui était là pour son livre Je fais la paix avec mon poids aux éditions Solar. C'était un épisode très écouté en ce début d'année et j'étais vraiment heureux de l'avoir à mes côtés. Ce que je retiens, c'est le poids, sans jeu de mots, en tout cas le temps, l'énergie consacrée à la lutte. Et j'entends bien qu'on peut vite se coincer dans un combat permanent contre le corps pour agir sur le poids qui ne nous convient pas. Et dans le même temps, comme il disait, il y a la vie qui passe, le temps qui passe, et c'est 30 000 jours de vie. Donc la question reste entière, est-ce que je suis prête à consacrer une journée entière, une de ces 30 000 journées précieuses à lutter contre mon corps? Je vous invite à réécouter cet épisode ou à le découvrir parce qu'on parle davantage de faire avec plutôt que contre le corps. Deuxième pépite, DLP Express, le repas du condamné. Ensuite, peut-être continuer d'observer ce que ce fameux repas de la condamnée vous fait faire. Qu'est-ce qui se passe quand vous anticipez la pénurie et que vous pensez sans doute bien faire pour votre santé ou votre poids, hein? Eh bien, vous mangez peut-être avec envie au début et que cette envie laisse place petit à petit au mode automatique à on sait jamais, faut que je bouffe. Et là, si on appuie sur la touche ralenti, si on met pause, qu'est-ce qu'on vous voit faire dans cette scène? Vous êtes où? Avec qui?
Il est quelle heure? Quelle est la luminosité de la pièce? Est-ce que vous faites autre chose ou pas? Quelle est la température de la pièce? À vraiment essayer d'explorer les nuances sensorielles. C'est un bon moyen de revisiter cette scène. Comment sont les premières bouchées? Comment sont celles du milieu, les dernières? Comment vous vous sentez dans votre corps? À quel moment l'envie descend d'un cran? À quel moment elle n'est plus là? Comment vous sortez de ce repas? Quelles sont vos sensations corporelles? Quel est votre taux de remplissage de l'estomac? Est-ce qu'il est à 50%, 100%, 150%? Êtes-vous satisfaite gustativement du repas? Est-ce que vous vous sentez légère, digeste ou au contraire plombée? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment se passe la journée? Quelle incidence sur vos repas suivants? La prochaine fois que vous vous trouvez dans cette situation et que vous en souffrez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire différemment, même à 1% autrement? Comment vous vous y prendriez concrètement? À quoi ça ressemblerait si vous pouviez faire autrement? Alors là, c'est moi qui cause dans le post. C'est un épisode que j'envoie souvent à mes patientes parce que eh bien, c'est une problématique que je rencontre fréquemment sous différentes formes. Le repas du condamné qui peut aussi prendre la forme du foutu pour foutu et parfois ça peut nous faire manger trop ou trop de certains aliments. On se dit, bon ben voilà, j'y vais, demain il n'y en aura plus, demain ça n'existera plus. Donc je fais disparaître tout ça, donc c'est le moment, donc on a plein de pensées permissives en tête et c'est un des épisodes les plus courts de Dans la poire, mais aussi les plus utiles, vu les pistes d'action que je mets à votre disposition, puisque je ne me contente pas de dire ce que c'est, le repas du condamné. J'essaye de vous donner des pistes d'action. Troisième pépite, le numéro 46 avec Anthony Berthoud. Que manger en 2023? C'est l'épisode le plus écouté de l'année. Ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors, qui étaient-ils et qu'est-ce qu'on a oublié de ces ancêtres? Alors, qui était-il? C'est vrai que quand on parle d'alimentation, on parle beaucoup du modèle paléolithique, et notamment du paléolithique supérieur. Et quand on parle d'Homo sapiens, on remonte à peu près à 300 000 ans, voire un peu plus. Après, on peut parler des hominidés à plusieurs millions d'années. Et l'idée n'est pas de développer ici cette approche anthropologique quelque part, mais juste de se dire pourquoi on a été programmé au sens comment fonctionne notre organisme par rapport à un mode de vie qui est lié à du mouvement, qui est lié à des choix alimentaires en fonction de ce qui est à disposition, en fonction des variations de température, en fonction également d'un rythme biologique. On est une espèce diurne, c'est-à-dire qu'on est fait pour vivre le jour, pour dormir la nuit. À travers une phrase aussi simpliste que ça induit beaucoup de conditions biologiques, à savoir que notre rythme circadien, il régule énormément de choses. Et quand on corrèle en fait ce mode de vie ancestral, et il ne s'agit pas du tout d'aller vivre comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, bien entendu, c'est juste de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer dans notre mode de vie, en fait, l'émergence, voire l'explosion de certaines pathologies de civilisation, qu'on parle d'obésité, de diabète de type 2, de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies neurodégénératives, Alzheimer par exemple qui explose, la maladie de Parkinson bien entendu, et on pourrait en citer encore beaucoup d'autres, mais juste se dire en quoi en fait ces maladies finalement pourraient être une conséquence logique d'un mode de vie qui n'est plus du tout adapté à ce pourquoi on est programmé, au sens de notre évolution, c'est-à-dire comment nous on s'est adapté au cours du temps lentement à ces contraintes environnementales, et aujourd'hui dans un mode de vie où on est sédentaire, où on mange ultra transformé, où on n'est plus exposé à la nature et à la lumière de manière régulière, au sens de la lumière naturelle, et ben finalement, ces changements peuvent avoir un impact sur l'émergence de ces pathologies. Et qu'est-ce qui nous a permis de nous adapter jusqu'ici? Qu'est-ce qui a permis aux ancêtres, à nos ancêtres, de nous adapter? Mon petit doigt me dit qu'il y a des petites organites cellulaires qui ont joué un rôle important, majeur. Ah oui, là tu remontes loin, tu remontes à 2 milliards d'années à peu près. En tout cas, c'est la principale hypothèse, la principale théorie. On pourrait même remonter à 2 milliards d'années supplémentaires si on parle de l'arrivée de la vie, et la théorie du Big Bang, la théorie de la soupe primitive. Bref, il y a pas mal de notions qu'on ne va pas développer ici, mais effectivement, là, ce dont tu parles, c'est un peu aussi le fil rouge du livre, à savoir cette notion de mitochondrie qui a été vraiment une vraie révolution biologique
Donc elle serait apparue il y a à peu près 2 milliards d'années, où on aurait eu un phénomène qu'on nomme techniquement une endosymbiose, c'est-à-dire qu'une bactérie se serait internalisée dans une structure prokaryote et aurait donné justement la cellule eucaryote. C'est-à-dire qu'au lieu de rejeter cette bactérie, alors une des hypothèses, une des théories, c'est que ce serait une bactérie de type Rickettsia, et ben finalement cette structure l'aurait enveloppée, et c'est la création de cette structure qui aurait créé un espace pour pouvoir utiliser l'oxygène et transformer de manière beaucoup plus efficace les nutriments à disposition, que ce soit des glucides, des lipides, etc. Et donc créer vraiment un vrai chamboulement biologique, une vraie accélération d'évolution. Et là, on n'en est qu'à l'eucaryote, c'est-à-dire à 2 milliards d'années. Si on parle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et du paléolithique, on est à quelques centaines de milliers d'années. Si on parle du néolithique, il y a à peu près 10 000 ans, là encore, ça nous paraît très lointain, mais en fait, à l'échelle de ces milliards d'années, c'est rien du tout. Je vais jusqu'au bout de la démarche. Si on va jusqu'au dernier centenaire, c'est-à-dire ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale et en particulier au cours des 30 Glorieuses, on a complètement bouleversé. Moi, je parle souvent de tsunami nutritionnel et de tsunami de mode de vie. On a bouleversé en fait l'environnement dans lequel on évolue par rapport en fait à celui qu'il était il y a encore peu de temps. Et je me répète, il ne s'agit pas du tout de vivre comme nos ancêtres, mais juste de retirer ce qui peut paraître bénéfique, cohérent, d'un point de vue biologique, pour pouvoir retrouver, si ce n'est une pleine santé, en tout cas prévenir au mieux des troubles, voire les fameuses pathologies de civilisation. Ce que tu expliques également dans ton bouquin, c'est que la mitochondrie et divers process d'adaptation nous ont permis d'évoluer en tant qu'espèce humaine, mais que là, tu en parlais à l'instant, notre environnement aurait tellement changé en tellement peu de temps, que l'explosion des maladies dites de civilisation serait la résultante d'une inadaptation à ces bouleversements. Et ça, c'est une hypothèse qui est défendue depuis les années 80 et qui s'appelle la mismatch hypothesis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit quelque chose ? Ouais, je pourrais même en dire beaucoup de choses si on aurait du temps autour de ça, mais effectivement, moi je la traduis souvent un peu comme la théorie des maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que tu parlais des années 80 et même sur les courants 2000, des auteurs comme Cordain, comme Eaton et autres qui sont beaucoup intéressés à l'alimentation paléo, mais d'autres auteurs qui ne sont pas spécialisés sur l'approche alimentaire, mais vraiment sur le mode de vie. Et c'est là où tu parlais du changement d'environnement. Moi, je nuancerais par un changement de mode de vie. Parce qu'effectivement, notre environnement évolue, et là, on pourra parler d'écologie notamment, mais je dirais qu'à notre échelle, c'est aussi et avant tout notre mode de vie qui lui a été bouleversé. Et finalement, des éléments qui ont pu nous adapter au cours du temps, au sens, nous ont permis de survivre à certaines conditions, d'évoluer de manière positive face à certains états de stress. Techniquement, on parle de stress hormétique, c'est-à-dire de stress qui viennent stimuler des adaptations plutôt qu'être délétères. À partir du moment où ils ne sont pas trop importants et pas trop longs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est quoi un exemple de stress hormétique, un exemple tout con ? Alors déjà, revenir sur la définition de l'hormèse. Souvent, on parle de Paracelsus et la dose fait le poison. Ça illustre un petit peu ça, mais de manière un peu trop simpliste peut-être. Mais c'est un principe issu de la toxicologie qui nous dit qu'un composé stressant, ça peut être un composé toxique potentiellement, mais toxique au sens à haute dose, ce composé peut avoir un effet qui est positif ou un effet qui est délétère en fonction de la dose, en fonction de l'amplitude du stress, en fonction de la durée du stress, en fonction de son association à d'autres facteurs de stress. Donc en gros, se dire que c'est pas forcément le composé en lui-même qui est problématique, c'est l'association de ce composé et la réponse de l'individu face à l'exposition à ce composé ou à un stress, on peut parler de sport et par exemple d'activité physique, qui va conditionner le fait qu'il puisse être bénéfique ou délétère. Et en fait, notre pression sélective, c'est-à-dire notre évolution, elle s'est faite aussi beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui nous a généré des nouvelles capacités, ça a été justement le fruit d'une exposition à certains stress. Je pense notamment au changement de température, au changement d'alimentation, qui ont au cours du temps perduré, qui ont initié certaines mutations parce que les individus qui ont initié ces mutations étaient finalement plus adaptés à ce nouvel environnement. Donc on a eu un phénomène de transmission. Alors on parle beaucoup de la théorie des développements de Darwin et autres, et il y a plein
Il y a plein de nuances évolutionnistes à ce niveau-là, mais simplement de se dire que un stress, finalement, nous aide aussi à évoluer. Le problème d'aujourd'hui, c'est que on est dans un environnement extrêmement protecteur. Et ça, c'est bénéfique pour plein de raisons, puisqu'effectivement, on a des médicaments, on a des connaissances médicales, chirurgicales. Bon, bref, on a... Oui. On a de la prise en charge, on est en sécurité, on a souvent un toit sur la tête, on est souvent chauffé. Là, on mange souvent à notre faim, pour ceux qui... Voire un peu plus. Voire un peu plus, exactement. On n'a pas de besoin vital de bouger parce qu'on a une voiture, parce qu'on peut travailler maintenant en télétravail, on a un ordinateur avec Internet qui est tout à disposition. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être dans la nostalgie, de se dire le monde était mieux avant. Il y a énormément de facteurs qui sont positifs, mais au final, ça nous met dans une situation où on n'a plus besoin de créer de la stimulation, on n'a plus besoin de s'adapter. C'est un épisode très complet qui ne fait pas l'impasse sur nos modes de vie, bien au contraire, ou plutôt ce que nos modes de vie sont devenus. Pour tout vous dire, j'avais peur que cet épisode soit un petit peu injonctif sur le trop bien manger, sur le optimiser, suroptimiser sa santé. Mais Anthony, qui combine déjà une vision individuelle, systémique et évolutionniste de l'être humain, eh bien, il s'est plutôt bien tiré de la question de faim que j'ai mis en épisode bonus, en épisode 47. Comment combiner la biologie de l'être humain, nos enjeux de santé individuelle et collectif, et bien sûr, la dimension émotionnelle, eh bien, qu'il juge au moins aussi importante que les recommandations nutritionnelles, que les conseils pratiques. Je vous ai mis bien sûr tous les liens en description de cet épisode. Quatrième pépite, le DLP 51, comment accueillir ces émotions désagréables, avec un extrait de l'épisode avec Duncan Benveniste, instructeur de pleine conscience. Là aussi, c'est un épisode court et assez habillé au niveau musical, des effets sonores et tout. Je me suis pas mal donné de la peine pour cet épisode. Disons que dans cette petite histoire, c'est tout simplement, on va imaginer que notre corps, c'est une maison. C'est une maison, voilà, on la design comme on a envie à l'intérieur de cette maison, comment elle est, il y a des meubles, etc. On peut imaginer qu'il y a plusieurs étages, on peut même imaginer qu'il y a 80 étages si on a envie dans sa maison, c'est totalement libre, on s'en fiche. Et l'idée, en fait, dans l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est dans cette maison, on est à l'intérieur de cette maison, on va qu'à nos occupations, on peut avoir quelque chose qui tape à la porte de notre maison. On ouvre et on observe que, ah bah tiens, c'est quelque chose de plaisant, de joyeux. Et vous pouvez le personnifier comme vous avez envie, si c'est une personne, si c'est une chose, si c'est un objet, si c'est... Et on peut, pourquoi pas, l'accueillir chez nous, dans cette maison. On le fait asseoir sur le fauteuil, on peut lui proposer des petits biscuits s'il veut une boisson chaude. Imaginez qu'il y a un feu de cheminée, s'il veut s'asseoir proche du feu de cheminée, si c'est bon pour lui, s'il est en bonne position là tout de suite. Et on peut même s'autoriser à discuter avec lui. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il raconte un peu. Et puis, d'un seul coup, il a besoin de partir et il s'en ira. Est-ce que c'est toujours comme ça ? C'est-à-dire que quand on a une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, peu importe, lorsqu'on l'accueille, elle a tendance à s'en aller au bout d'un moment. Et donc du coup, on peut poursuivre nos occupations dans la maison, tranquille, etc. On peut, par exemple, écouter de la musique ou autre chose. Et puis on peut entendre ensuite à la porte taper très fort. Et vraiment fort, quoi. Et vous savez au fond de vous, à ce moment-là, quand vous êtes en train d'écouter votre musique, que je le connais, lui. Ce bon vieux truc-là qui revient là, hein, je le connais, lui. Donc, j'ai pas envie, là... non. Hop, je fais comme s'il n'existait pas, j'augmente le son de la musique. Donc, je continue à danser, je suis bien avec ma musique, etc. Et puis, il tape à la fenêtre, ce truc. Et là, j'entends... voilà, je mets mon casque maintenant, pour vraiment entendre la musique uniquement et vraiment me couper par ailleurs. Et là, il arrive à faire remuer la maison, donc je sens les vibrations, ça bouge partout.
Même si j'ai la musique partout dans les oreilles, je sens que ça me fait vibrer de partout. Peut-être qu'on peut s'autoriser du coup à ce moment-là, en prenant une belle inspiration, d'ouvrir la porte. Juste quelques instants. Si c'est OK pour nous, uniquement si c'est OK pour nous, d'ouvrir la porte. Et ce truc-là qui faisait beaucoup de bruit, ça se trouve, il vous gueule dessus en rentrant, il casse des choses, il sait pas s'exprimer, on comprend rien à ce qu'il dit. Et d'essayer de rester dans la même intention que pour la chose agréable de, pourquoi pas, l'inviter à s'installer confortablement dans le fauteuil, lui proposer des petits biscuits, une boisson chaude. Et peut-être de se poser pas loin de lui et si on peut simplement discuter quelques instants avec lui ou juste mettre l'intention de discuter. Et il vous parle, peut-être qu'il vous crie dessus, peut-être que presque il vous crache dessus quand il vous crie dessus. Mais vous comprenez pas trop, vous comprenez certaines choses, c'est un peu flou. Comprenez simplement qu'il y a peut-être une intention aussi. Que cette chose-là, elle a une intention. Elle veut nous dire quelque chose en tout cas. Elle essaye de communiquer avec nous. Que même si je comprends pas tout, je sens qu'il y a cette intention-là qui veut nous dire quelque chose. Que c'est pas pour rien peut-être qu'elle veut nous dire quelque chose. Et au bout d'un moment, dès que c'est bon pour cette chose-là, elle va partir. Elle va poser les biscuits, poser la boisson chaude, arrêter de vous parler et s'en aller de la maison. Finalement, l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est s'entraîner à accueillir dans notre maison ce qui semble plaisant, de la même manière de ce qui semble déplaisant, dur, difficile, de la même manière. C'est cet entraînement-là qu'on essaie de développer. C'est vrai que c'est un autre tempo. Vous écouterez un peu la voix, le rythme. Ça change un petit peu, ça fait du bien. Et c'est vrai que le fond de ce que dit Duncan, je m'en inspire pas mal pour mes consultations par rapport à nos émotions inconfortables. Et il nous entraîne à pouvoir les observer, à pouvoir voir ce qu'elles nous empêchent de faire, ce qu'on reconnaît d'elles, comment elles font vibrer toute notre maison, entre guillemets, et puis comment s'autoriser à leur ouvrir la porte, à continuer notre vie, pouvoir mettre une intention de discuter avec nos émotions désagréables. Et c'est vrai que c'était un moment bien doux dans cet épisode de 10 minutes, peut-être à écouter tranquillement, les yeux fermés, quand vous avez de la disponibilité un petit peu plus calme, si vous pouvez. 5e pépite à écouter pendant cette période de fête, mieux gérer les remarques pendant les repas. Si vous pouvez l'écouter avant Noël, n'oubliez pas vraiment, c'est aussi pour ça que, mine de rien, je vous en parlais en intro. Tu sais, il y a ces situations où tu te sens remis en cause, notamment physiquement, quand on te dit « T'es sûr que tu veux te resservir là ? Dis donc, t'as bien pris toi pendant le confinement, hein ? Non mais vas-y, Ça va, tu te lâches hein. ouais, tu te lâches. Mange du concombre, ça te fera du bien. » Avec à la fois des phrases qui sont, tu sais... C'est bon pour ce que t'as. C'est bon pour ce que t'as pas. Hashtag bienveillance. Oui, hashtag fais chier. Bref. Et donc, mon fils, quand il était petit, tu sais, les enfants sont souvent un peu pas très cool avec le physique des uns, des autres, et ils trouvent toujours quelque chose à reprocher et à critiquer sur le physique. Et mon fils, qui manquait un peu de ressources de répartie par rapport à ça, parce que t'as pas toujours la punchline qui va bien au moment où, forcément, surtout si tu te sens un peu attaqué et épinglé. Ah oui. Je lui disais, mais quand on te dit quelque chose, quand on te critique, réponds juste. Et alors ? Et donc ? Oui, parce qu'en fait, ça oblige
à sortir des buissons, à plus être dans l'évocation évasive, l'insinuation, la petite pique, et à argumenter des propos qui, en fait, sont pas tellement argumentables. Tu devrais manger du concombre, c'est bon pour ce que t'as. Oui, c'est-à-dire. Et là, tu amènes l'autre bien souvent à faire machine arrière. Non, mais non, moi je disais ça comme ça, tu sais, parce que le concombre, c'est bien. Et ou alors, non, et sinon, vous avez vu un film récemment, tu vois? Sinon, on va à la Ok. plage, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, donc, le groupe des casquettes jaunes avec moi. Comment ça? Oui, non, je n'ai pas dit ça. Je ne vois pas de quoi tu parles en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concombre? Allez, on enchaîne. Pop. Si vraiment la personne insiste, l'autre punchline, ça peut être: mais qu'est-ce que tu cherches à me dire? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Ou tu vois? Mais surtout pas trop poser 10 fois la même question, juste. Ouais, où est-ce que tu veux aller avec ça? Je préfère le qu'est-ce que tu cherches à me dire plutôt que où veux-tu aller, parce que le qu'est-ce que tu cherches à me dire, il y a vraiment l'idée que tu cherches à me faire passer un message. Donc vas-y. Avance un visage découvert maintenant. Et là, bien souvent, la personne recule. Si elle ne recule pas, au moins on sait où on en est, tu vois. Je cherche à te dire que tu devrais perdre du poids. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu as pris pendant le confinement. Et alors? Tu vois, tu finis toujours par le bloquer. Alors merci Laurence Aura, qui est psychologue et diététicienne, autrice du livre La Révolution Ménopause aux éditions Solar, un bouquin que je vous recommande chaudement et chaleureusement, un bouquin bien construit, très à jour sur les questions de ménopause, sur les aspects de l'alimentation, de l'activité physique, de la fonte musculaire et bien sûr sur les aspects psychologiques, syndrome du nid vide et tout ce qui peut se jouer autour des questions du corps de la femme ménopausée. Et ce petit épisode, je le conseille à mes patients, patientes pour bosser ce qu'on appelle l'affirmation de soi, en mode je dis qui je suis, je dis mes besoins, je pose mes limites. Et si tu poses une question qui me blesse, je monte au filet, je fais une volée bien slicée pour ramollir ta balle de tennis qui me fait chier, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et mine de rien, ces petites recos là, toutes simples, ces petites phrases peuvent nous aider à traverser certains moments qui peuvent être inconfortables en famille, vu tout ce que la famille porte à travers les générations. 6e pépite, le DLP 54 sur la honte du corps et pourquoi la honte du corps peut nous faire manger plus que prévu. Voilà, merci mon petit Charlie de l'avoir produit cet épisode. La honte du corps, c'est une grande question, c'est une vaste question, c'est une question importante. Je vous avoue que ce qui a précédé l'épisode était assez inconfortable, assez compliqué pour moi, puisque c'était une période où j'ai fait l'objet d'un petit peu de body shaming de la part de quelqu'un dans ma vie en réalité, et puis quelques semaines après également sur les réseaux, et qu'on a lié ma compétence à mon aspect physique, et donc comme l'aspect physique ne répondait pas aux canons de cette société, les canons qui évoluent tous les 10 ans à peu près, que je ne pouvais pas être très crédible ou que je ne pouvais pas être très écouté. Et donc après m'être pris ça en pleine tête, je me suis efforcé de refaire circuler cette énergie avec qu'est-ce que c'est la honte? Est-ce que ça peut nous faire faire? La honte qu'on reçoit, la honte qu'on projette sur soi, qu'on projette sur nos corps qui sont là, qui existent malgré tout. Ensuite, je suis rentré dans le contenu des mesures de protection du cerveau de l'urgence, parce que Will a essayé de prendre des mesures de protection. Et j'ai remarqué un truc, elles étaient tournées vers la recherche de solutions immédiates. Alors, c'est clair que c'était super mal dit, c'était maladroit, voire blessant au plus haut point. Mais si je devais enlever le sale caractère, la mauvaise foi ou les oukases critiques du cerveau de l'urgence, en vrai, il resterait le cœur du message. Il resterait « Non mais moi, tu sais, je dis ça pour ton bien ». En gros, si j'étais un pirate là sur ce voilier et que je suspendais le cerveau de l'urgence dans le vide là au-dessus de la mer en gueulant plus fort que lui « Non mais t'as vu ce que tu m'as dit? Hein ? T'as vu ce que tu m'as dit? Tu m'as tellement blessé avec tes conneries. Hein? Qu'est-ce que tu cherchais là? À m'affamer? À me mettre dans le foutu pour foutu? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi ou je te balance par-dessus bord. » Charlie.
ben, il est probable qu'ils me disent non mais attends, arrête, moi je voulais juste que tu ailles bien, je voulais juste que tu sois pas déstabilisé par ce que les gens disent, hein. Donc si tu appliques mes solutions, bah au moins ton corps il peut redevenir comme avant. Bah oui, tu fais pas de vagues, les gens te diront rien, et là tu prendras pas le risque de te mettre dans tous tes états. Moi je voulais juste que tu ailles bien à la base, hein. Je voulais surtout pas te blesser. Eh bien, nous y voilà. Je l'ai mis en tension, mon cerveau de l'urgence, et j'avais mal interprété son message. Suis-je bête? Merci, cerveau de la menace. Merci, cerveau de l'urgence d'être là. Merci, j'avais pas compris. Merci d'être là. Merci de m'aider à mieux faire, à rester stable dans mon équilibre psychique, à chercher des solutions. J'ai cru que un instant, t'essayais de me faire des choses contraires à mon équilibre personnel. Merci d'être là. Alors, ce que j'ai fait, c'est plutôt d'essayer de le faire taire. Faire taire ces voix solutionnistes qui s'activaient. J'ai pris le temps de les remercier. Peut-être que sans elles, je ne sais pas ce que je ferais. Je me suis dit aussi que dans certains contextes, ces voix, elles sont sans doute bien aidantes, hein. Par exemple, ne pas être dans la nuance la veille d'un 10 km ou d'un semi-marathon et de manger peu gras, peu fibreux, de bien mastiquer, eh bien, c'est vrai que ça fait le taf. Ça optimise le confort digestif pour la course de lendemain, hein. Mais là, moi, dans ce contexte, c'était pas très utile pour moi de laisser toute ma sphère mentale envahie par ces pensées. Et quand je dis utile pour moi, je détaille un peu, parce que ce ne sont que des mots. Ça veut dire, est-ce que ça va me rapprocher de la vie que j'aimerais mener, de la personne que je souhaiterais être, à l'intention d'équilibre que je nourris profondément pour moi, si je laisse trop souvent et trop longtemps ces voix dites solutionnantes prendre le haut-parleur? Alors non, c'était pas utile, c'était pas aidant, et j'étais plus en train de m'enfoncer là, clairement. Alors comme je suis mon propre DJ intérieur, j'ai augmenté petit à petit le volume de la voix du cerveau de l'attachement, juste pour voir à quoi ça ressemblerait. Cet épisode, c'est aussi un petit plaidoyer pour qu'en 2024, pour peut-être qu'on bosse nous toutes et tous, sur ces questions de body shaming, donc la honte du corps, et que cela puisse, à défaut d'être évité, eh bien, peut-être avoir un peu moins de prise sur nous en attendant que tout le monde s'éduque et augmente son niveau d'humanité. 7e pépite, le DLP 56 sur le système poids versus le poids du système. Et ça, c'est peut-être un épisode pas ultra structuré. Je ne sais pas si mon propos a été bien perçu ou non. C'est un épisode plutôt cri du cœur, hein. Alors, pourquoi je l'ai produit cet épisode? Eh bien, parce que mes patientes, quand il y a quelque chose qui déconne dans leur alimentation, dans leur mode de vie, elles se disent que c'est leur faute, qu'elles ne sont pas assez organisées, qu'elles manquent de volonté, qu'elles ne sont pas comme tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et pour lesquels c'est très facile de se mettre en legging et de partir courir le matin sans se poser de questions. Et du coup, elles zooment sur le problème, elles surzooment même sur le problème, sur ce qu'elles comprennent du problème. Comme c'est le stress dans le corps, dans la tête, dans le cœur, eh bien, on loupe des détails, des nuances, de la complexité. Pareil pour une autre patiente, chef d'entreprise, semaine de 70 heures, qui fait des levées de fonds en ce moment, qui mange devant son ordi, prend pas le temps de collation, et le soir, qui fait souvent des sortes de dîners, fromage et pain avec un bon verre de vin avec son mari où il parle encore boulot. Et là, il y a le cerveau qui dit stop, je ne réfléchis plus, je prends ce qu'il y a de près et je mange, point barre. Encore une fois, dans ce que je dis, c'est vraiment zéro critique, zéro jugement. Je m'englobe dedans, ça peut m'arriver aussi, surtout en ce moment. C'est plus une observation de ce qu'on fait de nos vies, du rythme de nos journées, de l'impact sur notre biologie, hein, bio, logos, étude du vivant, même j'aurais dit du vivant à l'intérieur de nous. Alors c'est humain d'avoir recours à la nourriture, à une nourriture plutôt prête, plutôt
pratique, plutôt énergétique quand on a faim et quand on a une fatigue nerveuse de dingue. C'est profondément humain. C'est-à-dire que l'être humain va faire au moins coûteux à court terme. C'est humain, je le fais, on a tous fait au moins une fois dans notre vie. Mais mon job de diététicien et de créateur de contenu impliqué et qui a un chouïa d'éthique, c'est de vous amener à retrouver de l'espace. Trop mignon. Et encore retrouver de l'espace. Moi, quand j'étais en burn-out, la personne qui me parlait de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi, de retrouver de l'espace, j'avais envie de l'emplâtrer, quoi. Ce qui pourrait aider à ce moment-là, c'est peut-être de se dire, tiens, avec ce que je vis en ce moment, avec ma dose de stress professionnel, personnel, mes nuits courtes, mes journées à 100 à l'heure, est-ce que ce que je mets en place vis-à-vis de ma nourriture en ce moment, c'est déjà pas si mal, quoi. Se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, malgré une période difficile, malgré le fait que ça tangue, eh bien, ça nous aide justement à retrouver soi-même du confort, j'ai envie de dire même en soi-même, à l'intérieur de soi, du calme, du confort, et peut-être et de la réassurance pour pouvoir garder peut-être la mise en mouvement qu'on a enclenchée ou qu'on se souhaite à soi-même. Voilà, c'était les 7 pépites de cette année. J'espère qu'il y en aura au moins le double pour l'année prochaine, ou au moins autant en tout cas. Bon, je ne vous cache pas que cette année, c'était une année contrastée pour moi. Voilà, c'est l'année où il y a des émotions qui... Et en plus, je suis enrhumé. Des émotions. Ben oui, voilà, c'était quand même une année, voilà, c'est normal. C'est pas facile quand même. Donc je disais que c'était une année contrastée, voilà, c'est exactement ça. Une année contrastée parce qu'il y a eu beaucoup de réussites personnelles, professionnelles, personnelles quand même. Mon fils qui a eu son bac et tout. 18 ans, c'est fou, tout ce temps. Une réussite professionnelle, beaucoup d'excitation, d'exaltation. Un livre écrit, il est cru. Il est écrit et paru, le SAV de l'alimentation aux éditions First. Non, je suis vraiment très fier. Un beau bébé, vraiment très respectueux de mon ADN et de ce que je souhaite transmettre comme vibration dans ce petit monde. Et c'est ce que m'avait dit Goulven de l'agence Fresh Touch. Il m'avait dit, réveillez-vous, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu l'occasion d'écrire un livre, donc n'oubliez pas de le considérer comme quelque chose de rare. N'oubliez pas d'en être fier, de savourer ce moment, quoi. C'est déjà super bien de le faire. Donc oui, c'est super bien, il existe, c'est déjà beau. Voilà, c'est beau. Qu'une année de contraste, parce qu'en même temps, un burn-out à l'été 2023 qui m'a mis dans le mal sur beaucoup de plans, quoi. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui vous chope en plein vol et qui est dur, quoi. Et contrairement à ce que je voulais m'avouer ou ce que je cherchais à me dire, me persuader, bien, je vis encore avec, puisque j'ai des symptômes qui remontent encore vite, quoi. Je le sens, quoi, quand je tire un peu trop sur la corde, notamment l'intolérance au bruit, à la fatigue chronique, le fait de ne pas plus pouvoir supporter les notifications, tous les messages qu'on m'envoie. Voilà, qui met un petit peu une partie de ma vie sur pause, quoi. En tout cas, ça va vraiment moins vite qu'avant. Peut-être c'est bien, peut-être c'est mal, je sais pas, l'histoire jugera. Peut-être que c'est adapté en ce moment de ralentir, je sais pas. En tout cas, grosse réflexion pour moi. Pendant cette période de fête, j'observe que je suis encore pris dans une course, dans une sorte de course, et qu'il est difficile pour l'instant de m'arrêter, de réduire la voilure. Donc, possible break en début d'année. Je cherche encore un modèle d'équilibre pour continuer à transmettre, continuer à ce que dans la poire reste gratuit. C'est vraiment une sorte de valeur, quoi, chevillée au corps. Il n'y a pas moyen que dans la poire passe payant. Il faut que je développe d'autres trucs, mais il y a vraiment un truc genre dans la poire c'est pour vous, quoi. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc genre non, celui-là je veux le garder accessible au plus grand nombre. Ça me semble utile et essentiel pour moi.
rester constant, motivé et surtout rester dans la joie, quoi, la joie du gamin de faire ce que j'aime sur le podcast, sur les réseaux, mais aussi avec, bien sûr, mes patientes en consultation. Ça aussi, ça me semble important, essentiel à mes yeux en tout cas. Donc des nouveautés pour 2024, une autre façon de faire. Je vous avoue que j'ai pas encore trouvé la martingale, le truc super équilibré. Pour l'instant, c'est plus de l'équilibrisme, mais ça viendra. Allez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon appétit de vivre et à très 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 vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Bah alors, petit Charlie, se faire attraper par ses émotions là, c'est quoi ça? C'est un humain, voilà, c'est un humain.